Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être présents pour ce bulletin d'actualité couvrant le monde régional. Ici Lydia Jacques. Eh bien, cette semaine sera consacrée au budget fédéral. 30 minutes et 2 invités. En premier, vous entendrez Mme André Germain, directrice principale en fiscalité chez Raymond Chabot Grant Thornton. L'accès à la propriété et le CELI-AP. Le monde des affaires est-il satisfait de ce budget fédéral? Et en seconde entrevue, Luc Berthold, député de Mégantic-l'Érable et chef adjoint permanent des comptes publics pour le Parti conservateur. Et déficit, quelles seront les conséquences de ce déficit pour les Canadiens? Sur une note maintenant plus positive, jeudi, le 7 avril dernier, plusieurs manufacturiers de la MRC de l'Érable sont devenus finalistes pour le prochain gala du manufacturier Mauricie Centre du Québec. Les 10 grands lauréats seront connus le 27 avril prochain à l'occasion de la soirée gala du manufacturier Desjardins Entreprises au Centre d'événements et de congrès de Trois-Rivières. La TVCE tient absolument à féliciter les entreprises manufacturières d'ici qui font partie des finalistes. Cet événement a eu lieu au restaurant Au Quai des Brasseurs à Bécancour. Parmi les différentes catégories, voici les noms des finalistes pour la MRC de l'Érable. Dans la catégorie Innovation organisationnelle, de Plessisville Pro Innove. Catégorie Jeunes entrepreneurs, Vincent Veilleux de Coroprotec de Princeville. Catégorie Santé et Sécurité au travail, 2 entreprises de Princeville sont finalistes, Bateau Princecraft et Fonderie Lémoltec. Soulignons enfin que le MMCQ, Manufacturier Mauricie Centre du Québec, a pour mission de développer l'industrie manufacturière, d'en faire la promotion et de la dynamiser sur le territoire Mauricie et Centre du Québec. Il est temps de revenir au budget fédéral avec nos 2 invités. Bon visionnement. Aujourd'hui à l'émission Érable en bref, eh bien, nous allons discuter avec une experte dans le monde de la comptabilité. C'est Mme André Germain qu'on a d'ailleurs interviewée lors du dernier budget provincial. Et là, on s'est dit, bien, il y a quand même un budget fédéral aussi à expliquer. Alors, le budget, donc, du côté fédéral, André Germain est d'ailleurs avec nous, directrice, donc, principale en fiscalité du côté de la firme Raymond Chabot Grant Thornton. Alors, tout d'abord, Mme Germain, bonjour. Bonjour. Alors, Mme Germain, on va décortiquer un peu le budget. Je vais vous poser la même question. Est-ce que les Canadiens sont contents du plus récent budget fédéral? C'est ça que j'aimerais entendre. D'accord. Pour emprunter l'expression de la ministre Freeland, c'est un budget qui est fiscalement responsable. Donc, les libéraux nous ont habitués à beaucoup de dépenses. On s'attendait à une panoplie de nouvelles mesures. Donc, c'était assez surprenant de voir qu'ils prévoyaient une diminution du déficit de près de 50 milliards d'ici 2027. Puis, ça démontre tout de même que l'économie canadienne s'est améliorée. On se rappelle qu'il y a 3 millions de Canadiens qui avaient perdu leur emploi pendant la pandémie. On a réussi à récupérer 112 % des emplois perdus. Le taux de chômage est seulement à 5,5 %. Ça représente pratiquement un taux record pour les 50 dernières années. Donc, on peut dire que l'économie va bien. Maintenant, d'un point de vue fiscal, on a certainement adressé l'enjeu de l'accès à la propriété dans ce budget-là. Ben oui, on va en parler aussi dans le détail parce que je pense que ça intéresse. Est-ce qu'on peut dire plus les gens de la classe moyenne, le budget? Bien, historiquement, les budgets fédéraux étaient beaucoup portés vers la classe moyenne. Celui-ci, moins. On s'adresse aux PME, on a des belles mesures, une entre autres, puis on a beaucoup de mesures qui sont visées pour l'environnement, mais surtout l'accès à la propriété. Là, je crois que c'est vraiment la pierre angulaire du budget. Là. Oui, surtout qu'on avait annoncé avant la présentation du budget que bon, les taux d'intérêt, la fiscalité, tout allait augmenter. Alors, pour une première propriété, comme on dit, on frappe directement dans la clientèle aussi des jeunes. Hein? Donc, il faut avoir les moyens de payer si on s'achète une maison. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Bien, on sait que l'achat d'une maison est hors de portée là, pour beaucoup de Canadiens. La problématique découle nécessairement de l'offre qui est insuffisante. Actuellement, au Canada, on bâtit 200 000 maisons annuellement. Puis, la ministre veut doubler le nombre dans les 10 prochaines années. Donc, pour y arriver, dans le budget, il y a un bon nombre de mesures qui sont mises en place,
dont l'instauration là, du compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété, le CELIAP, qu'on entend beaucoup parler là, dans les médias, qui se trouve à être un soutien là, à la propriété, là, ce qui est une bonne chose. OK. J'ai même entendu, en tout cas c'était à la radio, que on va peut-être même empêcher peut-être des entreprises d'acheter des maisons pour garder les propriétés aux propriétaires. Alors, vous avez sûrement entendu la même chose. Oui. En fait, cette mesure-là, c'est pour les investisseurs étrangers. Donc, ça aussi, c'est une problématique qu'on a au Québec, au Canada. Il y a beaucoup d'investisseurs étrangers qui viennent stationner leur investissement, si on veut, dans l'immobilier canadien. Donc, ils viennent mettre un frein à tout ça, puis ils disent les entreprises étrangères, les particuliers étrangers qui viennent juste investir dans l'immobilier au Canada pour de la fin spéculative uniquement, là, ils viennent l'interdire là, pour 2 ans. Le Canada a décidé de s'occuper de l'immobilier, puis de mettre un frein aux gens de l'extérieur. C'est ça que ça veut dire aussi, hein? Oui, bien ça, c'est une des mesures. Mais il y a la mesure du CELIAP qui est très intéressante aussi parce que ça met en place un nouveau compte d'épargne. Nécessairement, ça ne va pas régler la problématique demain matin. C'est une mesure à long terme, mais comme le REER, comme le CELI, c'est un nouveau compte d'épargne. Donc, c'est un bonbon fiscal pour les particuliers. Les gens, comme le REER, ils prennent de l'argent, ils le mettent dans une boîte, puis l'argent fructifie, puis ils ne paieront jamais d'impôts pendant qu'il reste dans la boîte. Quand ils sortent, là, c'est là qu'ils sont imposés. Tandis que le CELI, c'est de l'argent après impôt qui est investi dans la petite boîte, qui fait de l'argent, puis quand il sort, il n'y a pas d'impôt. Mais celle-là, ce nouveau compte-là, ben on a les deux. On a les deux côtés. On a la déduction fiscale quand on met l'argent dans le CELIAP, donc comme un REER. Puis, on a le fait que l'argent fructifie à l'abri de l'impôt là, pendant qu'elle reste dans la petite boîte. Puis, un coup qu'on la sort, ben il n'y a pas d'impôt là, à ce niveau-là. Donc, les jeunes, les jeunes familles vont pouvoir investir jusqu'à 8 000 $ dans ce compte-là annuellement pour jusqu'à un maximum de 40 000, ce qui va donner un bon coup de pouce là, pour une première mise de fonds sur une première habitation. Est-ce qu'il y a d'autres points importants qu'il faudrait peut-être retenir puis que ça demande explication dans le budget? Oui, bien pour rester dans l'immobilier, oui. Il y a peut-être le point là que du flip immobilier. Donc, je vous explique un petit peu. Il y a des gens qui viennent aussi, monsieur, madame, tout le monde, ou des entrepreneurs, achètent une propriété résidentielle, la rénovent, puis la revend à un prix plus élevé. Donc, il y a certains particuliers, certaines personnes qui peuvent en venir tirer avantage de ça parce que à la revente, on a droit à un gain en capital. Donc, un gain en capital, il y a uniquement 50 du montant qui est taxable. Puis, en plus de ça, si c'est notre résidence principale, on a droit à l'exemption pour résidence principale. Donc, il n'y a pas d'impôt à la revente si on se qualifie. Ce que le budget vient dire, on vient dire que si la résidence est revendue, peu importe la raison, il y a certaines exceptions, par exemple un décès, une maladie, la naissance d'un enfant ou des situations extraordinaires. Si on revend la résidence après l'avoir acquise à l'intérieur de 12 mois, donc ça va être automatiquement considéré comme un revenu d'entreprise taxable à 100 %. Donc, ça ne sera plus du gain en capital. Automatiquement, ça va être un revenu là, comme un revenu d'intérêt, un revenu de salaire qui va être taxable à 100 %. OK. Et ce qui est majeur oui. comme, oui, c'est très comme majeur, changement. Oui. OK. Les impacts, justement, de ce changement-là? Les impacts, c'est sûr que ça va décourager les gens à faire de la spéculation immobilière, rénover, acheter un immeuble, rénover pour le revendre. Puis ça va apporter des liquidités, là, nécessairement des fonds là, dans les coffres de l'État. Puis ça va faire en sorte que c'est tout en même optique d'apporter plus d'offres, d'avoir plus d'offres immobilières pour que les gens puissent se loger. Un autre point qui est vraiment majeur, j'étais vraiment contente de voir la mesure pour stimuler la croissance des PME. Donc, on vient réduire le fardeau fiscal là, des PME dans ce budget-là en faisant passer le capital imposable maximal pour avoir accès au petit taux d'impôt qu'on dit
à 50 millions au lieu de 15 millions. Donc, c'est assez majeur parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont touchées là, dans notre région par ça. On a un petit taux d'impôt, ils ont accès aux 9 d'imposition jusqu'à un maximum de 500 000 de revenus. Puis, ça, c'est tant que le capital imposable de l'entreprise et des sociétés associées n'excède pas 15 millions. À 15 millions, ils perdent le petit taux. Donc, de 10 à 15 millions, il est réduit progressivement. Puis là, on vient vraiment là apporter le maximum à 50 millions de capital imposable. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui n'avaient pas droit au petit taux qui vont maintenant pouvoir en profiter. Okay. Et est-ce que ça a un impact sur les différents partis, là? Si on compare entre ceux qui ont plus d'argent que ceux qui en ont moins, là, est-ce qu'il y a un équilibre là-dedans? Au niveau de l'imposition des PME, ouais. vous voulez dire? Oui. Non, mais c'est un régime, l'imposition des entreprises, c'est un régime qui est quand même assez équitable parce que au niveau fédéral, au niveau Québec, on pourra s'en reparler, mais au niveau fédéral, c'est assez équitable, puis c'est la même mesure là quand on a droit à un 500 000 à petit taux si on ne dépasse pas le capital imposable là, nécessaire. Parfait. Alors, en guise de conclusion, qu'est-ce que vous voulez rajouter? Je pourrais dire que c'est un beau budget, mais qui vise plus un horizon long terme. Donc, à court terme, il est critiqué, il ne rencontre pas nécessairement les objectifs, mais à long terme, je crois qu'il y a du bon. OK. Puis les critiques que vous avez entendues, tiens, ce serait quoi? Vous avez entendu quoi comme critique? Les critiques, c'est des mesures qui visent pas à contrer l'inflation. C'est des mesures qui ne tiennent pas compte de la classe moyenne. La classe moyenne n'est pas au cœur de ce budget-là. Il y a certaines mesures qui stimuleraient l'inflation aussi. Donc, on n'a pas vu de baisse de taxes. Il y a certains enjeux politiques, sociaux aussi là, qui n'ont pas été abordés, mais somme toute, c'est un budget qui est assez intéressant. Voilà. Puis donnez-moi un exemple pour dire que c'est pour terminer sur une note positive, par exemple. On pourrait dire quoi? Oui. On a abordé beaucoup d'enjeux, dont la propriété, dont l'imposition là, des PME. On a abordé beaucoup l'effet aussi de l'environnement. Donc, il y a beaucoup de mesures à ce niveau-là. Je pense que c'est un budget qui est équilibré. Bien, je vous remercie beaucoup, André Germain. Alors, j'espère que je vous ai donné l'occasion de tout dire. Il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup de pages, mais je pense que l'essentiel, qu'est-ce qui peut intéresser les gens, là, c'est pas mal, OK. Mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'il n'y a rien de surprenant là, auprès du consommateur, auprès de la population, là, dans le sens qu'il n'y a pas eu un gros boom là, comme annonce. Là. C'est des choses qu'on s'attendait peut-être à être annoncées. Mais on ne s'attendait pas à l'annonce du nouveau compte d'épargne. C'est sûr que ça, c'est nouveau, puis ça fait jaser, c'est critiqué. Les autres mesures, on s'attendait à plus de dépenses, plus de mesures. Je pense qu'on est content qu'il y en ait moins. Puis, repos. Je pense qu'on en est là avec les libéraux. Oui, c'est ça. En tout cas, on aura droit à un petit repos de ce côté-là. Bien, merci beaucoup, André Germain. Je vous souhaite une belle continuation. Puis on aura sûrement l'occasion de se reparler lors des prochains budgets. Hein? Exactement. Oui, merci beaucoup. Bonne journée. Alors voilà, cela complète donc cette entrevue avec Mme André Germain, qui est directrice principale donc en fiscalité du côté de la firme chez Raymond Chabot Grant Thornton. Aujourd'hui, donc à l'émission Érable en bref, nous allons revenir sur le budget fédéral qui a bien sûr été rédigé, livré le 7 avril dernier. Et depuis ce temps-là, vous avez sûrement entendu plusieurs réactions. Alors c'est pour cette raison que finalement, nous allons l'interviewer. Il ne passera pas à côté de ses commentaires. C'est Luc Berthold, donc, que vous connaissez, député de Mégantic-l'Érable et également chef adjoint pour le Parti donc, conservateur du Canada. Alors, Luc Berthold, bonjour. Bonjour, Lydia. Luc Berthold, premier commentaire. Quand vous avez écouté ou lu la grosse brique du budget, ça a été quoi votre première réaction, là, juste pour qu'on se situe là, avec vous? Bien, écoutez, ça a été un budget qui n'a pas vraiment répondu aux vraies attentes des Canadiens qui voient actuellement le coût de la vie exploser, le coût de l'essence, le coût de la nourriture, le coût des loyers. On s'attendait, nous, que le gouvernement nous présente un budget avec un meilleur contrôle des dépenses, mais surtout des mesures pour contrer l'inflation
en spirale qui nous affecte présentement. Donc, ça a été évidemment beaucoup de déception de voir que le gouvernement allait continuer de dépenser, de faire des nouvelles dépenses, notamment pour être en mesure de répondre à sa nouvelle entente de coalition avec le nouveau Parti démocratique qui a promis, avant même de le voir, de voter en faveur de ce budget pour ne pas défaire le gouvernement de Justin Trudeau. Donc, c'est une première impression de déception sur ce budget de la ministre des Finances, Mme Chrystia Freeland. Mm-hmm. Donc, quand on parle de dépenses, ça veut dire que du côté économique, vous voyez que les prochaines années, ça va ressembler à quoi, là, d'après ce que vous venez de me dire, là? Bien, écoutez, ce qu'on voit, c'est que pour le gouvernement Trudeau, le contrôle des dépenses publiques, c'est pas une priorité. Donc, la dette des Canadiens et Canadiennes va continuer d'augmenter. Ça va coûter de plus en plus cher à chaque année au gouvernement fédéral pour rembourser uniquement les intérêts de sa dette, parce que quand on continue à emprunter, on ne rembourse pas. Et tout ça est fait dans un contexte où l'économie du Canada, selon tous les chiffres qu'on voit, semble s'en sortir pas si mal, mais il faut creuser un petit peu plus loin pour se rendre compte que beaucoup de cette économie qui a été créée artificiellement par l'inflation qui a donné au gouvernement fédéral 11 milliards de dollars de plus en revenus. Et ces revenus-là, quand on parle de revenus additionnels dans une période d'inflation, ce sont des revenus qui viennent principalement de la poche des gens qui payent plus cher pour tout, donc en même temps payent plus cher de taxes sur tous les produits qu'ils consomment. Donc, c'est malheureux que le gouvernement libéral et NPD, parce qu'on les appelle comme ça maintenant, n'ait pas jugé bon de profiter de ces entrées de fonds pour calmer ces dépenses, faire en sorte que nos générations qui vont suivre ne se retrouvent pas avec des dettes incroyables à rembourser. Il faut aussi se rappeler que l'inflation fait en sorte qu'en ce moment, les taux d'intérêt aussi vont augmenter. Donc, le remboursement de cette dette faramineuse qui est à plus de 1 000 milliards de dollars, qu'elle sera à la fin de cette année, écoutez, ça va coûter de plus en plus cher à l'ensemble des Canadiens au détriment de services que les Canadiens auraient pu se donner. Mm-hmm. Et donc, si vous aviez eu les clés du Trésor, dans le fond, ça aurait été moins de dépenses, plus de coupures. Ça ressemble à quoi, là? Bien, on ne parle pas de coupures. Dans le meilleur des mondes. On parle uniquement. Honnêtement, en ce moment, on vit une crise inflationniste qui est très importante. Les Canadiens avaient besoin d'un peu de répit. On cherchait donc des dépenses contrôlées pour mieux contrôler l'inflation, parce que plus le gouvernement dépense, plus on génère de l'inflation. On avait demandé un allègement de la TPS, donc la suspension de la TPS pour quelques mois, pour permettre aux Canadiens d'avoir de l'argent tout de suite dans leur poche pour souffler un peu. Donc, ça aurait permis de donner un peu de répit. Il y a la taxe sur le carbone que le gouvernement a augmentée également dans les jours qui ont précédé la présentation du budget. C'est une hausse de 25 de cette taxe-là. Donc, une taxe sur le carbone qui ne s'applique pas au Québec, mais tout ce qui transite par le Canada, tout ce qui a été transporté est affecté par les hausses du coût de cette taxe sur le carbone. Donc, le gouvernement aurait pu alléger le fardeau fiscal des contribuables. Puis, en même temps, on ne se le cache pas, la situation du logement au pays est vraiment dramatique, principalement dans les grandes villes. Ça commence de plus en plus à nous toucher dans les régions. On dit que le prix des maisons a pratiquement doublé depuis 2015. Les prix ont augmenté de 30 seulement l'année dernière. Donc, de plus en plus de jeunes familles ne sont pas capables de s'acheter une maison. Et les mesures qui ont été annoncées dans le budget, malheureusement, ça ne va pas permettre à une jeune famille de régler sa situation maintenant. On parle de régler la situation dans 2, 3, 4, 5 ou 6 ans. Et dans 2 ans, c'est uniquement pour les jeunes familles qui vont avoir les moyens de se mettre beaucoup d'argent de côté pour avoir accès à ce régime d'épargne libre d'impôts qu'a mis en place le gouvernement fédéral. Donc, on se serait attendu vraiment à ce que les familles qui luttent fort en ce moment pour payer leurs factures à la fin du mois aient un peu de répit et que le gouvernement commence à avoir une meilleure rigueur, soit plus responsable sur le plan financier.
Et c'est ça, on a touché à finalement avec les points forts et les points faibles, là, on a touché plus à quelle catégorie de gens? Là, vous venez de parler des jeunes familles pour l'achat d'une maison, entre autres. Donc, on peut peut-être en parler aussi avec les fameux CELI, hein? C'est ce qu'on propose avec le système RAP à peu près. Ben, c'est une nouvelle façon de faire le RAP, ce que le gouvernement propose. Les Canadiens pourront mettre des sous de côté à l'abri de l'impôt et les retirer à l'abri de l'impôt. Mais on parle d'un maximum de 40 000 et les gens peuvent mettre jusqu'à 8 000 par année dans ça. Mais le problème est que les jeunes familles qui n'ont pas les moyens, qui commencent dans la vie, n'ont pas 8 000 par année à mettre de côté pour s'acheter une nouvelle maison. Donc, ce 40 000 $-là va prendre tellement d'années à accumuler pour eux qu'on ne vient pas régler la crise du logement actuellement. Bon. Alors, allons-y avec les points forts du budget selon Luc Berthold. Bien, il n'y en a pas. Il n'y a pas de point fort dans ce budget-là. C'est un budget, comme j'ai mentionné, qui aurait dû penser davantage aux Canadiens, aux Canadiennes. C'est le premier budget qui suit l'entente qui a été conclue entre le NPD et le gouvernement libéral. C'est donc un budget néo-démocrate, comme on l'a appelé, dans ce sens qu'il y a 15 milliards de nouvelles dépenses qui ont été introduites dans le budget, justement pour satisfaire la volonté du premier ministre Justin Trudeau de ne pas perdre le pouvoir avant 2025. Donc, malheureusement, il n'a pas mérité lors de la dernière élection, 2021, des élections en pleine pandémie, la confiance des Canadiens. Il s'est donc acheté une majorité en concluant cette entente-là avec le NPD. Et malheureusement, malgré l'ensemble des promesses qu'on a vues, malgré l'ensemble des éléments qui sont introduits dans ce budget-là, malgré le fait que la ministre des Finances dit qu'il y aura un certain contrôle des dépenses, c'est très, très difficile de croire les libéraux parce que avant même la pandémie, ce gouvernement libéral-là était déjà très enclin à dépenser. Il y avait pour 112 milliards de dollars qui avaient été ajoutés à la dette avant même les dépenses pandémiques. Et maintenant, on se retrouve avec un budget qui ajoute en une seule année 50 milliards de dépenses, de nouvelles dépenses permanentes, c'est-à-dire des dépenses qu'on va avoir à payer à chaque année. Tout ça sans tenir compte de l'inflation qui continue de grimper, des taux d'intérêt. Donc, c'est très difficile de trouver des points positifs dans le budget. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'on n'en a pas tellement parlé, puis que les ministres du gouvernement Trudeau ont fait la tournée de toutes les régions du Canada pour tenter de vendre, tenter de convaincre les gens qu'ils avaient fait des bons choix. Mais malheureusement, on s'est rendu compte rapidement que les gens ne sont pas dupes et réalisent qu'on s'en va dans un mur si on ne fait pas quelque chose pour mieux contrôler les dépenses du gouvernement fédéral. Bon. Luc Berthold, donc, là, je vous écoute et je me dis, coudonc, c'est un budget NPD pour sauver la majorité de notre gouvernement canadien, libéral. Ben, c'est ce que M. Trudeau a fait. Il a conclu une entente avec le NPD. Le NPD s'engage à ne pas défaire le gouvernement jusqu'en 2025. Elle va toujours voter avec le gouvernement de M. Trudeau pour éviter que M. Trudeau ne soit obligé de déclencher des élections. Et ça, c'est un engagement qui a été pris sans même connaître le contenu des budgets. Donc, c'est un peu incroyable de voir à quel point les libéraux fédéraux ont changé. On est très, très loin des années de Jean Chrétien et de Paul Martin, alors que la rigueur budgétaire et la recherche de l'équilibre budgétaire des fameux déficits zéro étaient à l'ordre du jour des réunions de cabinet. Maintenant, je pense que ces mots-là sont même bannis des réunions de cabinet à un point tel qu'on n'en parle même pas dans les différents documents budgétaires qui ont été émis par le gouvernement dans le dernier budget. Bon. Ça veut dire que pour votre comté, là, faisons un peu de local quand on lance un budget. Est-ce que même les gens dans votre comté va falloir se serrer la ceinture comme tout le monde, dans le fond? C'est pas à cause du budget, c'est parce que le budget n'a pas vraiment de mesures pour aider les gens à faire face à l'inflation galopante. Là. Écoutez, vous savez, on a juste à regarder le prix de l'essence affiché aux différentes stations-service. On n'a rien qu'à faire le tour des tablettes d'épicerie. Voir des gens qui sont obligés de faire des choix de semaine en semaine parce que l'épicerie coûte de plus en plus cher.
C'est ce qui est dommage et c'est pourquoi on a demandé au gouvernement de tenter de mettre fin à cette spirale inflationniste-là en arrêtant, en essayant de diminuer ses dépenses pour qu'on puisse arrêter l'inflation. Et du même coup, en même temps, demander au gouvernement de diminuer les taxes, de diminuer les impôts des Canadiens pour leur donner une pause, pour leur permettre de faire face à cette augmentation du coût de la vie là, qui est assez importante actuellement. Bon. Alors, dans ce cas-là, j'ai envie de vous demander, est-ce que les aînés ont été choyés dans le budget? Est-ce que les familles... Finalement, ce budget-là, il profite à qui? Aux libéraux seulement. Aux libéraux et seulement. Au NPD, oui. Et parce que les libéraux ont choisi une des mesures phares qui a été annoncée, c'est le programme de soins dentaires, parce que c'était une promesse du NPD, mais pour les 12 ans et moins seulement. Et il ne faut pas oublier que c'est déjà gratuit pour les Québécois, ce genre de soins-là, pour les Québécois qui sont plus jeunes. Donc, il n'y a pas vraiment une nouvelle annonce pour le gouvernement du Québec. Il n'y a pas aucune maison qui sera construite ou achetée cette année avec les mesures qui ont été mises en place par le gouvernement fédéral de M. Trudeau. On peut s'attendre à des augmentations de taxes au contraire et d'impôts. Il y en a d'ailleurs dans ce budget-là au cours des prochaines années parce que, veut pas, quand on dépense, il faut payer. Puis éventuellement, si on dépense tout l'argent qu'on n'a pas tout de suite, bien, il y a quelqu'un d'autre que nous qui va devoir les rembourser, ces dépenses-là. Et ça, c'est des enfants et les enfants de nos enfants. Puis je pourrais continuer comme ça longtemps parce qu'avec la dette record de plus de 1 000 milliards de dollars, auquel est confronté le Canada aujourd'hui, ça va prendre toute une génération pour payer ça. Alors, je vous remercie beaucoup, Luc Berthold. Ça me fait plaisir. À la prochaine. Au revoir. Alors, je m'entretenais avec Luc Berthold, donc député de Mégantic-l'Érable et aussi chef adjoint pour le Parti conservateur. Érable en bref se termine ainsi. Là-dessus, passez une bonne semaine. Et si vous voulez revoir nos émissions, elles sont disponibles sur notre site web tvce.org. Merci d'encourager votre TVCE pour vos nouvelles locales et régionales. Si vous avez des scoops, n'hésitez pas à faire affaire avec toute l'équipe de la TVCE. Et en passant, nous vous souhaitons une excellente semaine. Et surtout, à la semaine prochaine.